séminaire. On a le plaisir d'accueillir Nikita Simeonov. Donc, comme je pense pour pas mal de vous le savent, Nikita est depuis cette année au laboratoire, membre permanent du laboratoire, et il va parler de stabilité dans les inégalités de Gagliardo-Nuremberg-Sobolev. À toi. Merci. Je voudrais aussi remercier Albert et Benoît pour l'organisation du séminaire. Et merci pour m'accueillir ici dans ces labos. Je voudrais aussi remercier Emmanuel. Il a pas mal aidé à répondre à des mails sur des sujets que moi je lui demandais. Donc merci beaucoup de m'accueillir ici et merci pour me donner la possibilité de donner ce séminaire. Alors, d'abord, je voudrais vous parler de l'inégalité fonctionnelle. Ici, d'abord, je cite de quoi je veux parler. Alors, je vous parle surtout d'une mémoire qu'on a écrite en collaboration avec Matteo Bonfort et Jean Delvaux pour Nazareth. Matteo Bonfort, directeur de thèse à Madrid. C'est une mémoire assez longue où on essaie de construire une nouvelle théorie pour prouver ce qu'est la stabilité dans certaines inégalités fonctionnelles. Par exemple, dans mon exposé, je vais parler surtout de trois choses. D'abord, je vous poserai les problèmes, les types de problèmes qu'on va affronter. Après, je vais vous parler un petit peu plus de la méthode que nous utilisons pour prouver notre principe. Et notre point principal sera sur la stabilité de l'inégalité de Gagliardo-Nuremberg. Et l'inégalité de Sobolev est un cas particulier de l'inégalité de Gagliardo-Nuremberg, mais il est un peu plus critique que les autres. Donc, ma troisième partie, qui sera très court, je vais essayer d'expliquer pourquoi elle est un peu plus critique. D'accord. Commençons. De quoi je voudrais vous parler? Alors, l'exemple clé de cet exposé va être l'inégalité de Sobolev. Vous savez que si vous avez une fonction qui est en H1 ou en 2, donc un gradient et le carré de gradient est intégral, alors le gradient de f contrôle une norme f de P star, où P star est l'exposant d sur d moins 2, si d est exposant 3. Alors, on n'utilise pas la notation standard, normalement, si on aurait que le gradient de f contrôle la norme 2 star de f. On utilise une notation différente parce que ça claire un peu plus tard, mais c'est juste pour P star n'est pas 2 star. D'accord? C'est 2 P star égale 2 star. Sur cette inégalité qui est clé dans beaucoup de domaines en EDP, on sait beaucoup de choses. En particulier, on sait depuis deux articles, un de Ben et l'autre de Talenti, qui sont les optimisants ou les fonctions qui atteignent l'égalité dans l'inégalité. Ces fonctions, normalement, ça s'appelle les fonctions de Ben Talenti. Ils ont une des fonctions de Talenti et celle-là. Et donc, la meilleure constante de Sobolev, encore là, est comme l'équation entre les gradients de la fonction G et la norme de P stable. Bien sûr, l'inégalité, elle est invariante par translation, par remise à l'échelle et par multiplication par une constante. Donc, à partir de cette première fonction, on peut retrouver toute une variété de fonctions qui sont optimales pour l'inégalité. Donc, ici, vous pouvez écrire toute la variété à partir de transformation de la fonction G. Donc, en gros, ce qui est important ici est que la dimension de la variété, c'est 2b plus 2, en fait, parce qu'on a une translation qui nous donne 10 paramètres, après la remise à l'échelle et la multiplication constante, donc c'est 2 plus 2. Une question, une fois qu'on a compris qui sont les fonctions qui atteignent la meilleure constante, il y a une question suivante, qui est assez naturelle, qui était posée par Brigitte et Libre en 1985. En fait, considérons la différence des deux termes de l'inégalité. On va appeler cette fonctionnelle la fonction déficit. Donc, on considère la différence. On sait que pour les fonctions de Ben-Talenti, cette différence est égale à 0, mais si on n'a pas une fonction de Ben-Talenti, cette différence va être strictement positive. Donc, supposons que ce delta est petit. Est-ce qu'on peut dire que si delta est petit pour une certaine fonction, f, est-ce que cette fonction est proche de la variété des fonctions de Ben-Talenti? Dit de toute façon, est-ce que cette delta f contrôle une distance à la variété de Ben-Talenti? Ça, c'était la question posée par Brigitte Libre. Quelques années plus tard, donc en 1991, on a eu une réponse positive à cette question pour l'inégalité de Sobolev.
fait, c'était un article qui maintenant est clé dans ce domaine, écrit par Bianchi et Mel, où il prouve qu'effectivement la réponse est positive. Et si on a le déficit, si on considère le déficit de l'inégalité isocolaire, alors ce déficit contrôle la distance de type H1 de la fonction f à la variété des fonctions nominales. Ces résultats étaient les premiers résultats quantitatifs. Il y a eu quelques résultats qualitatifs, notamment il y a un résultat de Pierre-Louis Lyons, dans les 87, je crois, a prouvé effectivement que la réponse était positive, mais de façon très qualitative. Donc, ils ont effectivement trouvé on appelle ça un reste quantitatif. Deux choses importantes. L'exposante est optimale. Il prouve alors que l'exposante est le meilleur, on ne peut pas avoir quelque chose. La topologie est aussi la meilleure parce qu'en quelque sorte, on est dans la topologie. Et la preuve de Bianchi-Mel est une preuve qui est obtenue par contradiction, par l'absurde. Il suppose que c'est une vérité fausse. Et elle arrive à prouver que il y a plus elle obtient cette concentration. La chose qui vous attend, que la preuve n'est pas construite. D'accord? Au cours des années, jusqu'à aujourd'hui, on a plusieurs résultats sur cette question. Certains constructifs, certains pas, mais presque tous les articles qui essaient de résoudre ces problèmes, ils essaient d'utiliser la même technique de Bianchi-Mel, avec des petites variations. À part ces deux articles en particulier, le premier par Chang et Fussman et Patel, qui ont utilisé une méthode plus liée à la symétrisation et à transport de masse, et cet article de Jean Delbourg et Jean Proviat, qui ont fait leur preuve est très constructive, c'est vraiment développé en carré, mais la distance qu'ils obtiennent ici à droite, c'est une distance très faible. Après, il y a plusieurs contributions, notamment par Figali et ce dernier de Figali, Roux et Yazan en 2020, où il essaie de résoudre les cas de Shibolef, mais avec une exposante P différente. Donc, le thème commun, de toute façon, est toujours que ces preuves, normalement, elles sont obtenues par contradiction ou par complexité, et donc elles ne sont pas constructives. Pourquoi j'insiste sur obtenir une preuve constructive? Parce qu'en fait, nous, on était intéressés à comprendre un autre problème qui est lié à ce problème d'instabilité. Ici, vous avez par exemple une équation, on les pose appeler l'équation des réactions de diffusion. C'est un nom qui était popularisé par Carrillo, mais si vous lisez Villani, ça s'appelle l'équation diffusive, dissipative, en ordre son appel. Ce sont des équations qui se trouvent dans plusieurs domaines, par exemple la biologie ou la physique, où vous avez une équation de diffusion, elle peut être par exemple un opérateur en complémentation. Après, vous avez une contribution d'un potentiel extérieur qui peut être potentiel de confinement, quelque chose. Et après, vous avez un terme qui considère des noyaux d'interaction. Par exemple, ceci est exactement en biologie. Pourquoi ces équations ont quelque chose à voir avec le problème de l'unité fonctionnelle en général? En fait, ces équations, en particulier, elles admettent des états d'équilibre. Et si on veut calculer la convergence vers ces états d'équilibre, avec la méthode d'entropie, on est obligé à considérer certaines inégalités fonctionnelles. Donc, en gros, l'algorithme, on peut l'appeler comme ça, il dit que si on a une inégalité fonctionnelle avec la constante optimale, alors, de cette inégalité fonctionnelle, on peut trouver le taux de convergence aux équilibriums sur ces équations qui peuvent être optimales. En fait, ceci n'est pas une générale de direction, mais on peut trouver aussi l'inverse. Si on a un taux de convergence, en fait, on peut aussi trouver une inégalité fonctionnelle. Pourquoi la stabilité? Parce qu'en fait, avec la stabilité, si on a une stabilité explicite et quantitative, on peut faire plus et on peut se mettre dans certaines situations où, avec cette stabilité, on peut avoir une vitesse de convergence plus rapide. Et comme ici, la flèche, en fait, est dans les deux directions, ici, on peut avoir aussi la flèche dans les deux directions. C'est-à-dire que si j'ai un résultat de stabilité pour une unité fonctionnelle, alors je peux avoir une convergence plus haute, à vitesse plus haute. Et par contre, si j'ai, dans certaines situations, une vitesse de convergence plus haute que la normale, comme ça, alors je peux trouver un résultat de stabilité pour les inégalités fonctionnelles qui sont liées à l'équation.
c'est ça, ceci est tout très abstrait, mais je peux vous donner un exemple qui est très connu. C'est un exemple sur les modèles de KRC. Alors, le modèle de KRC est un modèle Neumann de biologie. Je considère ça, par exemple, en dimension 2. Ici, en dimension 2, si on assume que la donnée initiale, par exemple, est itérable et on a les deuxièmes moments finis, alors on a trois choses qui peuvent se passer. En gros, c'est si on suppose les deuxièmes moments finis et la masse, c'est l'intégrale de la donnée initiale, on suppose N0 positif. Si M est entre 8P et 0, les solutions convergent vers 0. Et dans quel sens on peut dire que c'est la partie diffusive de l'équation qui gagne. Si M est plus grand que 8P, alors on a une explosion en temps fini. Si M est égal à 8P, l'explosion en temps infini. Ceci est très connu, notamment Benoît fait pour ces théorèmes avec. Par contre, si on considère des solutions qui n'ont pas de deuxième moment fini, alors la chose change complètement parce que on a des solutions stationnaires et en fait, on peut prouver que la solution de cette équation qui a m égale à 8p et deuxième moment infini converge vers un profil de cette taille. C'est un profil de type distribution de Cauchy, si vous voulez, et où la stabilité joue un rôle. En fait, Karen et Figal ont prouvé une stabilité pour l'inégalité de log à du secondaire. Et à partir de cette stabilité, ils ont réussi à calculer que la vitesse de convergence à ce profil est logarithmique. C'est un exemple assez intéressant. Maintenant, je voudrais vous parler en fait de quel type d'inégalité nous avons considéré et quel type de stabilité on arrive à. À partir de l'inégalité secondaire, par interpolation, on peut trouver ce que j'appelle l'inégalité de Gaillard-Nuremberg. Ici, je vous écris une inégalité de Gaillard-Nuremberg particulière où, ici à droite, la norme de f est 2p, et p peut être 1 et p star en dimension plus grande que 3 ou entre 1 et plus infini, 1 et 2. Et à gauche, vous avez que ce n'est pas plus que les gradients de f, un L2 qui contrôle f de p, mais aussi sa norme de p. Bien sûr, avec des techniques standards d'interpolation, vous pourrez obtenir cette inégalité à partir des sous-relèves plus relèves. Par contre, cette preuve par interpolation ne vous donne pas la meilleure constante. En général, on ne connaît pas les meilleures constantes des inégalités de Gaillard-Nuremberg, mais pour cette famille en particulier, oui, c'était une famille spéciale, comme ça. Et en fait, depuis nos deux on a démontré en 2002 que les fonctions optimales pour cette famille d'inégalités, ce sont encore une fois des fonctions de type Obeta-Lenti. Ce n'est pas exactement la même. L'exposant ici change avec l'effet qu'on choisit ici dans la famille, mais elles sont du même type. Donc, à nouveau, à partir de cette fonction-là, vous pouvez créer toute une variété de fonctions qui sont optimales pour cette inégalité-là. Donc, dans notre travail, on a surtout étudié cette famille d'inégalités. Hein. Je marque encore une fois, cette famille, ça dépend du paramètre P. Il faut choisir, par exemple, entre 1 et P star. Donc, pour P star, on retrouve ce relève. Pour P star, θ est égal à 1 et on retrouve ce relève. Alors, donc, la question qu'on va se poser, ça va être la même, mais pour cette famille, on prend les déficits. Donc, je vais introduire encore un autre déficit après, mais on va appeler ces déficits scaling variant. Je ne sais pas comment le dire en français, mais en gros, l'inégalité est variante pour scaling. Et on va se poser la même question. Donc, si ce déficit est petit, est-ce qu'on peut dire que f est proche de la variété de fonctions de Bonne-Talley? Il y a plusieurs résultats déjà qui étaient disponibles. Dans ces deux cas, ce sont des résultats explicites ou constructifs, dans le cas de Potoscan et Figali-Carlin. Ces deux, par contre, utilisent à nouveau la méthode de Bianchi-Ebnel, mais les deux résultats constructifs, ils sont assez faibles, on peut dire comme ça. Donc, nous, on ne peut pas les utiliser pour trouver une vitesse de convergence plus forte pour des modèles. Donc, je vais en parler après. Donc, en fait, on a étudié ce problème de densité avec des autres outils, et en particulier,
En fait, pour vous présenter cet outil, j'ai besoin d'introduire certains objets. Notamment, le premier, ça va être une version non-scaling variant de déficit. Donc, en fait, l'unique chose qu'on fait, c'est juste écrire le déficit dans cette forme additive et pas multiplicative. En fait, les deux formes sont équivalentes parce que si je prends un f lambda défini comme ça, donc je fais un rescaling sur f, et j'applique les déficits variantes à f lambda, je trouve que ce déficit dépend de lambda, bien sûr. Ici, on a choisi un scaling qui fixe la norme f de p. Et à partir de cette fonction de lambda, si on optimise un lambda, on retrouve la même version précédente, donc la version scaling invariant de l'inégalité. Donc en fait, trouver un reste pour le déficit non scaling invariant est la même chose que trouver un reste pour le déficit scaling invariant. Bien sûr, il faut voir la formule de reste. Il y a une chose à dire, ici, c'était quelque chose qui était un peu une surprise. Si on considère les quantités qui sont scaling invariant, on avait dit qu'on avait le manifold des fonctions optimales était dimension d plus 2. On avait les translations et deux paramètres en plus. En fait, ici, si on considère cette déficit non scaling invariant, on perd des optimiseurs. Pas toutes les fonctions de Bentaleb vont être optimiseurs optimales pour cette déficit. En fait, de quelque façon, ici, on essaie de choisir une échelle dans laquelle cette fonctionnelle va être différent de quelque façon, et on va considérer comme optimizer que certaines fonctions de Bentaleb qui ont une certaine échelle. En gros, c'est en relation avec certains paramètres de la fonction de Bentaleb. Donc, juste pour finir, c'est pour cette déficit, la variété des fonctions optimales, c'est de dimension d plus 1 et pas d plus 2. Après, je vais encore introduire deux objets qui vont être très nécessaires pour notre étude. La première, c'est une fonctionnelle de l'entropie relative. Ici, c'est à cette forme-là, il y a un fonctionnel non linéaire. L'idée de cette fonctionnelle d'entropie relative, de quelque façon, mesure la distance de P entre F et G. Et je vais introduire aussi une fonctionnelle qu'on va appeler l'information de Fischer. Et ceci, de quelque façon, mesure la distance NH entre F et J, mais d'une façon un peu bizarre, un peu non linéaire. Mais on a en fait la fonctionnelle non scaling invariant de déficit est égale à relative Fischer moins 4 relative. Donc, en fait, si je mesure les quantités dont j'ai besoin de ces deux fonctionnels auxiliaires, je vais étudier le même problème. C'est juste que je vais étudier ce problème avec ces deux quantités. Je peux vous parler d'autres résultats. En fait, si le déficit est égal à I moins 4F, pour avoir un reste en amélioration, je peux par exemple avoir un reste de cette façon. I moins 4F contrôle une constante ou quelque chose qui multiplie F. En fait, ceci va être un résultat de stabilité parce que, comme on a dit tout à l'heure, F est une espèce de distance entre F et G. D'accord? Juste écrit différemment. Donc ici, vous avez notre résultat. Si on prend D devant triangle et P en restat, donc ici, Sobolev est exclu. Là, on peut démontrer que le déficit contrôle une distance à la variété des fonctions de Bentalenti. Cette distance peut être mesurée par cette fonction de l'entropie relative. Et ici, on a quelques hypothèses dont je vais commenter tout de suite. D'abord, ces deux hypothèses, F doit avoir la même P norme G et F à le premier moment égal à 0, le centre de masse égal à 0. Ces deux hypothèses sont juste pour sélectionner la bonne fonction de Bentalenti à laquelle on est proche. Donc, ces deux hypothèses, ils vont produire des hypothèses qu'on peut assumer sans problème.
Par contre, on a une troisième hypothèse qui est moins standard, et c'est une hypothèse sur la mesure de la courbe de la fonction f. Bon, ici, vous avez l'intégrale d'ordre d'une grande boule de f puissance de p, et je voudrais que cette intégrale décroisse avec cette puissance de r. C'est une façon de mesurer la courbe de la fonction. En fait, ici, on suppose que cette mesure est plus petite que a, voire une constante donnée par exemple. Et en fait, ici, je n'ai pas écrit, mais la constante c dans cette inégalité va surtout dépendre de A. Donc, si vous me donnez un infini positif, je peux vous prouver en prendre ça. Alors, quel est le lien avec les résultats de Bianchi-Enel ou les résultats de En fait, nous, on peut trouver un résultat très proche de Bianchi-Enel, mais on n'a pas les bonnes exposantes. Ça, c'est une faute de la méthode. En fait, on arrive à contrôler la distance en un champ, mais sans distance. Oui. J'ai une question. Oui. Donc, dans le théorème, on ne considère que les fonctions qui vérifient cette troisième hypothèse sur la vectorisation à l'infini. Oui. Oui, exactement. Et si, donc, y compris la ligne rouge, est fausse quand cette hypothèse n'est pas satisfaite. Oui, mais ces fonctions-là, elles ont la même décroissance à l'infini que la fonction de Bianchi. Donc, si vous considérez par exemple les fonctions à support compact, vous êtes toujours dedans. Oui. Et non, donc d'une certaine façon, c'est restrictif. C'est un peu restrictif, mais c'est assez naturel quand on va avoir la méthode par laquelle on prouve le théorème. Parce que la méthode par laquelle on prouve le théorème va avoir ça comme hypothèse clé, mais il y a une raison très précise. Par contre, par rapport à Bianchi-Enel, on a gagné un petit peu plus, parce qu'on a gagné le deuxième moment. A priori, dans Bianchi-Enel, on n'est pas capable de contrôler la distance avec un deuxième moment, et ici, ça par contre, une chose qu'on gagne. Pourquoi cette mesure A, elle est importante? Parce qu'en fait, si on essaye de mesurer la distance, la variété des fonctions de Bianchi, avec l'entropie relative, on ne peut pas avoir une stabilité sans une hypothèse sur les deuxièmes moments ou sans une hypothèse sur la croissance de la fonction f à l'infini. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu dire. L'entropie relative, dans sa définition, elle prend en compte les deuxièmes moments de f. D'accord? Donc, pour définir l'entropie relative, on a besoin déjà de cette hypothèse. Donc, ici, vous avez de la forme de l'entropie relative G à la puissance B et A plus X. D'accord? Donc, ici, vous avez quand même une information de plus. Mais pourquoi, en fait, dans les déficits originaires, on n'avait pas cette contribution de deuxième moment? En fait, parce qu'ici, on a une différence. Et aussi, dans l'information des fichiers relatifs, on prend en compte le deuxième moment, même s'il est un peu caché. Et en fait, quand on considère la différence ne va pas les deuxième moment. C'est pour ça qu'il est égal à la fonctionnelle du déficit du départ. Mais cela pose aussi des problèmes, parce que, comme on dit, si on considère l'entropie comme mesure de stabilité, on doit donc prendre en compte cette information. Et par contre, si je ne prends pas en compte cette information, le résultat est toujours fausse, en fait, parce que je peux considérer une suite de fonctions fk qui sont une fonction de bêta lenti plus deux autres translatées qui vont à l'infini, de boules qui vont à l'infini. Et en fait, si je considère cette famille de fonctions, je sais que les déficits convergent à zéro, mais l'équilibre converge à l'infini. Donc, en fait, dans le théorème précédent, on avait que les déficits contrôlés constantes pour l'entropie, et cette constante dépend de cette mesure A. Et c'est pour ça que le théorème est quand même vrai dans la limite, parce que f sur A converge à zéro, même si f converge à plus infini. Donc, si on utilise l'entropie, on a besoin d'une information sur la code de fonction, sinon le résultat est fausse, en général. Alors, ici, je vous écris le théorème en déficit scaling variant. C'est juste une translation des quantités qu'on a introduites plus tôt. Et c'est un peu. C'est pas beau, mais on peut le faire. Alors, comment on trouve ce théorème? En fait, nous, on utilise une méthode nouvelle qui est basée sur, comme je vous dis, sur un opérateur sur l'équation des fonctions non linéaires.
Ce qu'on va faire est démontrer que sur une certaine classe d'équations, on a un taux de convergence amélioré, et ce taux de convergence amélioré va nous donner la stabilité. Ça, l'idée. Alors, quelle est l'équation ou le flow qu'on considère? Alors, ici, vous avez le problème de Cauchy, le problème de Cauchy pour une équation par non linéaire qui est connue sous le nom d'équation de la diffusion rapide, phase diffusion equation, ou équation de milieu poreux, donc porous milieu equation. En fait, ici, c'est une équation non linéaire, l'équation agit sur U puissance m. Ici, m est plus grand que 1, alors c'est la porous milieu equation. Et si m est plus petit que 1, ça s'appelle la phase diffusion. Pour m égale 1, c'est bien sûr l'équation de la chaleur. Alors, c'est une équation non linéaire, mais qui a beaucoup de bonnes propriétés. En particulier, si on considère, on donne une selle positive et un élan, par exemple, on sait qu'on a unicité. La solution va être assez infinie, il va conserver sa masse initiale et aussi le premier moment à longue échelon. Et cette famille particulière met aussi une famille de solutions autosimilaires qui s'appelle les solutions de Barenblatt. Je vous écris ici la définition. En fait, c'est une famille qui est classifiée par rapport à un paramètre m, qui va être la masse de la solution. Et toutes les fonctions de Barenblatt peuvent être obtenues par un rescaling d'une fonction stationnaire en temps, Bm ici, qui a cette forme-là. Pardon, ici il manque une exposante. L'exposante Bm, je vais l'écrire ici, constante sur masse avec plus derrière x au carré. Et ici on a l'exposante 1 sur m en temps. Et donc, dans ce cas, qui est plus petit que 1 et plus grand que ce paramètre b moins 1 sur d. En fait, si vous voyez bien, c'est exactement la fonction de mentalité qu'on avait définie tout à l'heure, réécrite avec les autres paramètres, mais c'est exactement elle. Alors, cette équation, elle admet ça comme solution, et ces solutions-là, elles décrivent les comportements asymptotiques de toutes les autres solutions. Par exemple, en élan, on a que si je prends une solution de masse m, alors je vais converger à la Barenblatt de masse m en élan pour t qui va tendre vers l'infini. On peut avoir le même chose, le même type de convergence en l'infini, en toutes les normes LP entre et infini. Probablement, je ne devrais pas appeler ça convergence, je devrais plutôt appeler ça relaxation to self-similarity, comme on appelle Jung, parce que, en fait, ici, Bm n'est pas une solution stationnaire, elle dépend du temps. Par contre, on peut changer juste un petit peu l'équation, faire un rescaling en temps, et si on change l'équation à celle-là, c'est juste vraiment un rescaling. La fonction de Barenblatt devient stationnaire en temps, et devient exactement la fonction de Brentagletti à une certaine puissance. Et ici, si vous voulez, P est lié à M avec cette loi, cette équation. Ça va toujours, la connexion? Alors, et maintenant, on a aussi, on peut aussi introduire à nouveau l'entropie relative à une fonction de Fischer, parce qu'en fait, l'entropie relative qu'on a utilisée tout à l'heure vient de cette équation, parce que cette équation met en entropie de cette forme, qui est exactement la même forme écrite avec les paramètres m et pas avec les paramètres p. Alors, et cette fonctionnelle est une fonctionnelle décroissante avec les flows non linéaires dans une phase de équation. Et en fait, cette entropie converge à 0 au t qui est en 0, et vous dites aussi que toutes les solutions de cette équation convergent à une certaine Barenblatt. D'accord? On a aussi, en fait, une deuxième relation avec l'information de Fischer, que la dérivée de l'entropie T, si V est la solution de cette équation, va être exactement l'information de Fischer. Il y a donc un lien entre la entropie de l'information de Fischer et l'équation de Fischer est juste la dérivée de l'entropie. Ici, juste pour être un peu plus complet, si vous avez quelques articles sur l'équation de phase diffusion. En fait, on n'utilise pas cette structure, mais cette équation est en flow gradient par rapport à l'entropie. Vous avez pas mal de littérature sur ça. Après, juste pour faire un résumé de ce qu'on a vu. J'ai introduit donc cette équation, cette flow non linéaire appelée
flow de diffusion rapide, on introduit l'entropie et une fonction Fischer, et on a vu aussi que, en fait, la différence entre l'information de Fischer et 4 fois l'entropie est exactement le déficit qu'on avait défini au début. Alors, quel est le lien, en fait, entre toutes ces informations? Le fait que le déficit est positif va me dire que l'entropie converge à 0 avec un taux de convergence égal à E puissance moins 4. Parce qu'en fait, de cette égalité, la dérivée de l'entropie égale à moins l'information de Fischer. Je sais que l'information de Fischer est plus grande que 4 fois l'entropie. Donc, je peux fermer l'inégalité. Et par grand A, j'obtiens que l'entropie est décroissante avec un exposant de 2 puissance moins 4. En fait, c'est si un peu comme dire que la meilleure constante de l'inégalité de Gaillard-Nuremberg me donne une vitesse de convergence en entropie. D'accord? Donc, notre idée, en fait, on obtient une convergence meilleure en entropie, et donc, à partir de cette convergence meilleure en entropie, on peut démontrer une égalité Gaillard-Nuremberg améliorée avec un reste qui dépend de la vitesse de convergence. Donc, pour faire ça, en fait, on va étudier les flots non linéaires, et on va trouver un théorème assez fort sur le flow non linéaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la convergence entropique importante, mais on peut considérer aussi des autres normes, en particulier ce qu'on appelle la norme de l'erreur relative. C'est-à-dire, je prends l'équation entre une solution V de cette équation et la solution fondamentale Blatt, et je garde cette V sur V moins 1 en toute addition. En fait, nous, on est capable de prouver que cette quantité converge à 0 si à ce moment-ci, notre donnée initiale a cette décroissance à l'infini. Donc, c'est ici qui entre en jeu cette hypothèse un peu bizarre sur la décroissance des codes F. Et ceci, en fait, quand on a prouvé ça, on a prouvé ce résultat, on était très surpris parce que c'est un résultat totalement non linéaire et qui est vrai pour une classe d'équations très petite. Notamment, par exemple, un résultat comme ça n'est pas vrai pour l'équation de la chaleur, par exemple. Donc, si vous prenez une solution de l'équation de la chaleur, que vous prenez l'équation avec l'ancienne, on n'est même pas sûr quand cette équation est finie, quand la norme elle est finie de cette équation est finie sous RD. En fait, pour faire une preuve, vous pouvez prendre une gaussienne translatée en espace, soit une gaussienne, vous voyez qu'à l'infini, soit c'est 0, soit c'est plus infini. Donc, c'est vraiment très, très linéaire. Et ça, ce que on pense, de toute façon, ces résultats sont possibles que quand on a des courbes, des faits Taylor à l'infini. En fait, la Barenblatt ou les fonctions de Bentalenti, ils ont des croissances plus lentes par rapport aux gaussiennes. C'est cette décroissance plus lente qui permet de. Et bien sûr, je parlais 5 minutes sur ça, mais un résultat de convergence en cette norme est un résultat beaucoup plus fort qu'un résultat de convergence en toute autre norme possible. En fait, la convergence en L1, la convergence en l'infini, la convergence en LP peuvent être obtenues à partir de cette convergence en erreur relative. Donc, en gros, l'idée est d'obtenir un taux de convergence pour l'erreur relative, trouver une convergence améliorée pour l'entropie et de ça obtenir notre résultat de stabilité. Alors, comment on fait ça? Alors, il y a une ingrédient qui est très utile dans cette étude, en fait que les déficits non scaling-able, donc I moins F, est décroissant sous la solution F. Donc, si je prends le déficit de V de T, et je prends la dérivée, cette dérivée est négative. Donc, avec cette information, l'idée qu'on a eue, d'accord, si je sais que le déficit est décroissant pour les flots, l'idée qu'on peut avoir est essayer d'améliorer à un certain moment, on fait partir des flots, on arrive en temps T, et est-ce qu'à cet temps T, on peut améliorer l'inégalité? Pourquoi on pourrait faire quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, les flots nous portent naturellement vers les manifolds, la variété de fonctions optimales. Donc, quand on est très proche des fonctions optimales, on pourrait penser d'avoir une inégalité améliorée, pour dire topologiquement. Et en fait, si on trouve cette amélioration en temps T, on peut revenir en arrière grâce à cette propriété, parce qu'on a une décroissance. Donc, si on arrivait à obtenir un résultat comme celui-ci, donc si on existe en temps T, nombre positif état tel que
L'information de Fisher contrôle 4 fois plus état l'entropie relative, alors on peut revenir en arrière et trouver que même pour les données initiales, l'information de Fisher contrôlait 4 plus quelque chose fois f. Et comme ça, on aurait le problème de maths. Mais on a un petit problème parce que, en fait, on voit que de cette formule, on peut obtenir à partir de cette inégalité différentielle, on voit de cette formule que état et t sont très importants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que t soit trop grand et il faut quand même que état soit pas trop petit. Sinon, on aura une amélioration qui est trop petite. Alors, pourquoi on pense de pouvoir en fait améliorer cette inégalité quand on est proche de la variété des variables? Parce que quand on est proche, on peut linéariser. On peut linéariser l'entropie et on peut linéariser l'information de Fisher à côté des variables. En fait, ça, c'était une étude qui est déjà faite par Blanchet, Beaufort et de Beauville-Masque il y a 12 ans, maintenant, très. Si on est très proche des fonctions de Bentaleb, des fonctions de Barenblatt, on sait que l'entropie est très proche d'une entropie linéarisée. La même chose pour les fonctions de Fisher. Et entre les quantités linéarisées, il y a une relation. En fait, l'information de Fisher linéarisée contrôle 4 fois alpha l'entropie relative linéarisée. Mais avec un alpha qui est strictement plus grand que 1. Donc, en fait, à l'infini, on est sûr d'avoir une amélioration. Parce qu'à l'infini, ce sont les quantités linéarisées qui contrôlent les flots, et entre les quantités linéarisées, on a une amélioration par rapport à les quantités non linéarisées. Par contre, pour justifier ce genre d'idées, on a besoin de cette convergence relative. En fait, on peut démontrer qu'on a une amélioration de I égale I plus grand égale 4F, que si on part déjà très proche en fonction des variables et très proche en erreur relative. C'est ça le problème, c'est ça la raison pour laquelle on doit vraiment utiliser l'erreur relative. Donc, juste pour essayer à nouveau d'expliquer la stratégie, on a un flow maintenant. On parle d'une fonction f dopée bref, donc d'une initiale. D'accord. Ici, on aura la variété de fonctions optimales. On prend notre donnée initiale, on a fait évoluer avec notre flow non linéaire, et on arrive à un certain moment, T, où on est très proche de la variété de n, ici, et si on trouve l'annulation, d'accord? Et après avoir trouvé cette annulation, on tourne à l'arrière et on trouve l'annulation qu'on a. Les problèmes, et comme je vous ai montré tout à l'heure, on doit être très précis avec les epsilon et les t. C'est-à-dire qu'on doit quantifier précisément ces deux paramètres. Et pour ça, on arrive à le faire. Ça, c'était beaucoup de travail, surtout de régularité sur les solutions de cette équation. Mais on s'est prouvé, en fait, que sous cette hypothèse, de la décroissance de code infini, on arrive à prouver une convergence relative quantifiée. C'est-à-dire que si je veux que le valeur relative est plus petit qu'epsilon, je dois attendre cette quantité de temps. C'est-à-dire, on mesure la puissance 1 moins n de la croissance des taux, on mesure l'entropie à une certaine puissance, plus quelque chose pour le temps d'epsilon. Et je peux le dire de toute façon. En fait, ce que nous avons besoin est de trouver un taux de convergence pour cette quantité. Si on a un taux de convergence, on peut contrôler les epsilon par rapport au temps t. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut retourner à l'arrière et dire, d'accord, on sait que pour ce temps t plus grand que t grand, j'ai cette inégalité. Donc, je la porte en arrière jusqu'à t égale 0. Et ici, on a l'amélioration ici. Et donc, sous les hypothèses que je vous donnais tout à l'heure, on contrôle de l'entropie et on contrôle de on peut améliorer cette inégalité. On peut prouver que I est plus grand que 4 plus xi f. C'est comme ça qu'on peut obtenir ce contrôle de la distance entropie. Dans les 5 dernières minutes, en fait, je voudrais vous expliquer pourquoi ce modèle est différent. Parce que tout cela, ce que je viens de présenter, c'est vrai que pour Gaillard donner un verbe, mais ce volet était exclu. Donc, P était entre 1 et P star. Pourquoi ce volet est différent? En fait, c'est des jeux qu'on a fait
au début où on a transformé le déficit non-scaling invariant en déficit scaling invariant en non-scaling invariant. Avec ce jeu, on a perdu certains optimiseurs. C'est-à-dire que sur les si je passe d'ici à ici, je sélectionne quels optimiseurs qui ont une certaine relation entre les lambda ici et les nœuds ici. D'accord? En fait, c'est une réduction de la famille des optimiseurs. Et cette famille avait D plus 1, je voulais décrire cette famille avec D plus 1 paramètres. Et notre flow, je ne vais pas être très clair dessus, mais les flows qu'on a définis, ils conservent la masse plus le centre de masse. Donc c'est D plus 1 paramètres. Et par contre, quand on considère Sobolev, on ne peut pas faire ça. Parce que Sobolev, la version scaling variant est déjà pour nous I-4F. D'accord? Donc, la première chose est que donc on a B plus 2 fonction optimale. Donc, on doit comprendre comment les choisir. Et en plus, notre flow, il pourrait commencer avec une fonction optimale et arriver à un autre, parce que les deuxièmes moments de cette équation n'est pas conservé. Donc, on est obligé de prendre en considération ces deuxièmes moments. Et même si on est capable de démontrer un théorème de stabilité plus ou moins avec les mêmes méthodes, on a quand même la modification de considérer aussi les deuxièmes moments de la fonction f de star, à nouveau la croissance. Mais les flows qu'on va considérer ne sera pas celui-ci, parce qu'il ne conserve pas les moments, mais on doit changer variable encore une fois, et avoir un flow qui est local, qui est qui est plus compliqué, mais pour lequel tout marche quand même. Tout marche quand même. Et donc, en gros, on peut faire la même chose, mais techniquement, elle est beaucoup plus difficile à cause du fait qu'on a aussi le deuxième moment. Donc, avec ça, je crois que j'ai terminé mon temps. Merci. Et ici, j'ai mis une liste de toutes les personnes qui, plus ou moins, ont contribué à ce sujet et que je ne vais pas nommer pendant mon exposé. Merci. Question. La SN, dans le cas de Sobolev, par exemple, donc on se teste le résultat de Bianchi-Hegnel, dit qu'il y a une borne inférieure sur le spectre, et pas, il ne faut pas l'exprimer en termes de solution de invariante. Dans les cas des... Le truc maintenant, quand on le s'habitue comme ça, c'est de leur propre généralité. Ouais. La SN, là, en l'occurrence. Oui. Non, mais je crois que dans les cas si on fait la méthode variationnelle à la Bianchi-Hegnel, là, quand même, la SN va être positive. Oui, alors, le premier retour va être quand même positif. D'accord, mais par un argument, voilà, c'est ça ce que tu disais. Oui. C'est pas. Je suis pas sûr qu'ils peuvent pas. Non, je crois que c'est pas autre chose, c'est ça. Oui. Autre question. Dans notre cas, les siennes sont un peu différents. C'est pour ça qu'on a besoin de. Dans notre cas, on a deux valeurs propres qui sont égales à 0 et c'est juste la troisième qui est positive. Mais c'est pas parce que c'est pas exactement le même opérateur par rapport au Bianchi-Hegnel. Dans notre cas, c'est un opérateur avec des poids. Et Bianchi-Hegnel, c'est un opérateur un peu différent. J'ai une question par curiosité. Par exemple, si on a une inégalité, comment on peut trouver les fonctionnels, les équations de diffusion pour étudier? Ça c'est plus ou moins connu en fait. Si vous avez une inégalité. Ah oui, ça va être la même chose. Ça va être la même chose avec des poids dans ces flots. On sait que dans certains cas, ils n'ont pas de fonction optimale. Est-ce qu'on peut... Alors, on sait, non, la constante optimale, on sait qu'elle est toujours, mais on ne sait pas quels sont les optimiseurs. Ah oui. Ouais. Mais aussi, il y a une autre petite question là, en fait, c'est si on prend le Caffarelli-Nirenberg, et si on prend quelque façon les flots associés à ça, ce n'est pas toujours vrai que ces flots ces flots-là ne vont pas nous donner l'optimiseur, parce que pour les flots, on a que les états stationnaires sont toujours radiales. Et pour Caffarelli-Nirenberg, les optimiseurs ne sont pas radiales. Donc, pour Caffarelli-Nirenberg, dans certaines régions, ça marche, dans certaines autres, non. Et ça, on n'a pas compris exactement pourquoi c'est comme ça. Alors, si on a une inégalité, n'importe laquelle, ça dépend de quelle forme elle est écrite. Parce que si elle est en forme scaling invariant, je ne sais pas exactement où trouver les flows. Mais c'est dans la forme entropie, façon de Fischer. En fait, là, on a toute une machine, une technologie qui vient des flows gradients. Et des flows gradients, on peut a priori définir les flows.
c'est pas peut-être toujours vrai qu'on peut écrire l'équation, mais les flots, on peut les définir. Ça va être un flot gradient qui minimise à chaque fois une certaine entropie ou une énergie. Par exemple, on a une équation pour l'inégalité de neige, donc où je contrôle la norme L2 par la norme L2 de gradient, la norme L1 de la fonction. On ne sait pas faire ça, par exemple. On n'est pas capable de définir un flot. Parce qu'en fait, quand on considère les normes 1, c'est plus difficile. D'autres questions? Pas de questions. Merci encore.